Merci, Michael. Bienvenue au Salon du Livre de Montréal. Bienvenue au cabaret du souffle retrouvé. Ça y est, on va se rebeller déjà en partant, ça commence bien. Les auteurs, les autrices que vous allez entendre, elles sont réunies dans ce cabaret-ci pour partager un souffle. Un souffle qui se veut à la fois festif, on s'en doute bien, revendicateur souvent, parfois un simple murmure, d'autres fois un cri carrément. Pourquoi? Pour se rallier ensemble, pour chanter notre monde qui retrouve enfin son souffle. D'où le cabaret du souffle retrouvé. Bienvenue. Avant de vous présenter les invités, j'en profite tout de suite pour vous dire que la musique, les interprétations musicales vont être faites par Michael Bielinski. Si vous ne la connaissez pas, c'est une vocaliste, performeuse, compositrice, autrice, productrice extraordinaire. Toujours à travail au croisement de la musique et des arts vivants. C'est quelqu'un qui compose des chants, de la musique, des poésies, des gestes rituels. Tu les interprètes, tu les mets en scène. Si vous avez eu la chance de voir ses œuvres, elle vient de terminer une trilogie, Gloria, Myth, Warm Up. C'est des concerts immersifs sur l'être et le sacré. Elle collabore souvent en théâtre, puis sur les scènes comme ça pour accompagner les mots. Mais si vous ne le savez pas, c'est aussi une poète. Vous pouvez trouver son premier recueil, Mythe, précédé de Gloria, aux éditions du Passage au Salon. Merci de nous accompagner, Michael. Sans plus tarder, on commence avec nos auteurs-autrices du cabaret. Une des choses qui est extraordinaire quand on vient au Salon du Livre de Montréal, c'est qu'on peut enfin entendre des auteurs et des autrices qu'on a lus, puis qu'on ne sait pas encore c'est qui, puis qu'on a hâte de voir comment leurs livres vont aller sur scène. Donc, c'est le cas. Autrice, poète, Sophie-Anne Landry écrit pour établir un dialogue sensible avec les autres. Elle cherche à explorer les blessures individuelles, bien sûr, mais aussi collectives, dans un désir de tout reconstruire. Elle a été lauréate de plusieurs bourses avec sa suite poétique. Puis, dans la même année, aux éditions de l'Écume, elle a fait paraître Cosmogonie des corps, nos bouches des fenêtres, où elle dirige le collectif Les Bourrasques. Elle est ici pour son livre Bunker chez Hamac, que vous pourrez trouver au stand 1653. On l'accueille avec grand plaisir, Sophie-Anne Landry. Bonsoir. Donc, je suis vraiment très contente d'être avec vous ce soir et de briser la glace avec ma lecture. Donc, je vais commencer tout de suite à vous lire un extrait de mon recueil de poésie Bunker. Donc, Bunker explore les remparts que l'on érige en soi et contre soi dans une tentative de survie. Parfois,
Ils sont des centaines à venir roqueter dans la brûlure des vagues. Le craquement de leur respiration remplit la rumeur. Corps se débattant, désarticulés, il faut se pencher à la frontière, surprendre l'appel de leur langue pour comprendre la bruyance des morts. Longtemps, les regards tendus tapissent le plafond de ta chambre. Dans la constellation, tu cherches les mensonges comme un enfant chaviré. Tu voudrais que tout se taise pour une fois. Corps gonflé, corps boué dans un va-et-vient anonyme, les dépossédés déferlent, petits bouchons nus à la surface du monde. Un visage, lèvres rondes, confession offerte. L'innommable s'écoule à la commissure, coincé entre le sable et les morts. Entendre la folie, héritage d'une parole d'abandon, de rupture. Tu restes quelques instants, voudrais partir, mais sens bien la démesure qui fracasse le siècle. Impossible de revenir complètement après avoir effleuré les restes du miroir. La gravité perd sa lueur familière. Tu y dénudes les vieilles tourmentes jusqu'aux os. Recommencer à respirer par le ventre entre éboulement et dissolution. La paralysie avance à un rythme cardiaque. Le temps à vif gorge les épicéas, la fonte des glaciers et tes rêves faméliques. Un pas à franchir pour renoncer à l'espace érodé sous les vertèbres. La révolution apparaît incertaine. Corps d'argile, corps précipité. La poussière s'accroche en rideau dans la lumière matinale. Corps en fuite. Ils se ramollissent, se divisent. Des vignes éclosent dessous leurs côtes. L'urgence de renaître. Tu parcours l'éventail de pierres polies sans nom, sans famille. Demain, ils seront plus nombreux, auront le goût des vers et des érables tapissés sur leur langue moussue. Ils regretteront alors l'odeur du café. Il n'est plus possible de faire semblant. Tu désorganises l'alignement de ta colonne pour te fondre au chaos, absorber les cataclysmes crevant tes rotules, tout modelé atonique. Une dépouille en parfait reflet des torpeurs autour de toi. Tu attends. Réfugié dans une tombe vierge, l'éclatement. Attends les disparitions pressenties. Les bourrasques aspirent la dernière lame d'oxygène. Le bois, les cendres, les os froidement se répondent. Les haines fondent, liquides, ne grillent pas. C'est à l'odeur que l'on sait. C'est à l'odeur que l'on sait. Ils n'ont pas su. Ont effilé les bras tendus du monde jusqu'à la fracture. Leur odeur n'est plus la même. Elle a perdu son effluve de chasseur. La nuit, des silences agités froissent la voûte. Partout, le grillon, la rainette, le rossignol frémissent. Invisibles, irradiant l'âcreté des corps en effroi. Ils veulent remonter le cours des marées, repasser de l'autre côté des extinctions. Certains cherchent un sens aux lignes de la main, prophétie de coupures et de cratères. La ville coule. Tu entends la plainte pulser de très loin, colonne mortuaire. Les maisons s'effondrent, leurs visières d'acier, de bois mort, de souvenirs exposés aux charognards. Une fenêtre survit au saccage. Elle ne tient qu'à cet instant la carcasse fière. Tu souhaites pourtant aplanir l'espace, que soient rongés au cœur les grands bouleversements, qu'enfin tout soit fini. L'épilogue est en avance dans le néant de tes pupilles. Il a d'abord été question d'un brasier. À tout prix fondre le désordre tassé à la jointure des lèvres. Tu t'imprègnes du grondement. Une détonation plus dense que la mémoire. Tu ne sais plus s'ils ont emporté des bombes ou des poèmes. Tout s'éteint. Une même épuration systématique dans le réveil de ta survivance. Aujourd'hui, sans détour,
Ils abattent les résurrections. Tu as recueilli la faim pour désapprivoiser l'espoir. La foule creuse ses respirations. Au plus aigu du désastre, tu cries pour te savoir vivante, pour l'humanité qui a l'épaisseur des avalanches. Elle ne sait comment retourner au miracle. Il n'y a personne. Le ciel se fracture par le centre en une rayure. D'un côté, un spectre opaque, ses ombres, des oiseaux déchirés. De l'autre, la brûlure de l'horizon déploie ses mirages. Personne pour goûter le reflet qui se dédouble. Le carnage s'est renversé le temps d'un crépuscule. Le monde se réduit. Les entrailles ouvertes d'un flanc à l'autre ne font plus frémir personne, trop occupé à disparaître. Il n'y a plus personne. Les crépuscules demeurent inhabitables. Merci. Pouvoir se plonger dans de la poésie au Salon du Livre comme ça. Merci, Michael. J'ai envie qu'on continue. On continue avec un invité qui s'appelle Éric Goujon. Il enseigne le français, la littérature à Montréal. Il a déjà publié aux Écrits des Forges, entre autres Une épine sous la paupière. Et il vient de publier chez Poète de Brousse, Respirer sans bruit, que vous pourrez retrouver au stand 1850. Aimez-vous ça que je vous montre en plus où aller dans le salon après pour vous garocher, pour aller chercher les livres? Ah, il faut, là. Donc, c'est quelqu'un que j'ai entendu quand on était des jeunes étudiants, voilà, genre 20 ans. Puis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu lire des poèmes, fait que je suis vraiment énervée. Je m'excuse, équipe technique. Tout va bien aller. Tout va bien aller. Je vais être capable. All right, ça va aller comme ça. Tiens, regarde. Woo! Bonsoir. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs du cabaret pour l'invitation. Et ensuite, je tiens à remercier mes éditrices Kim et Myriam pour leur soutien indéfectible tout au long du projet. Respirer sans bruit, c'est la somme d'un récit poétique. Un récit poétique qui m'enseigne un très long processus de réadaptation qui va du moment où on arrive à l'hôpital puis qu'on vous dit « ça va pas très bien, monsieur ». Vos poumons ils sont attaqués, votre cœur, vous ne voyez pas très bien. Aller jusqu'au processus de réadaptation où on apprend à marcher, à vivre et on souhaite devenir comme avant. Mais on comprend qu'à la fin du processus, nous ne serons jamais comme avant. L'extrait que j'ai choisi, c'est l'acte 2, du moins un extrait parce que c'est une ligorée. C'est la traversée. C'est exactement le moment à l'hôpital où on dit « ça va pas bien, ça va vraiment pas bien ». Je ne vois rien, sinon le beige de ma chambre. Mon corps est une cécité. Je rêve de plage. Ma tête embrochée contre la tienne tombe. Fléchir me paraît un projet. Tout pâle, j'ai des germes sur les articulations, des trous. Les traitements n'en finissent plus. Tu es la chimère qui me suit depuis mon berceau. Je me réfugie dans ton flux sanguin intubé. Mes vertèbres restent empilées. Mon cerveau est une plaie, une fêlure au temple. Et si notre imaginaire était une fonction sans organes? La pression gonfle mes tympans. Tu es baroque, une torture lyrique, une agression, une giclure, une arête dans la gorge. Je ne suis pas moi, l'un et l'autre, l'impossible. Tu lances mes yeux dans le sable. Les heures n'existent plus.
Le temps se multiplie, éclate. Comment faire entrer l'ailleurs dans ma chambre? Tu exécutes une incise avec mon ongle. Une aiguille perce mes tourments, sépare mon cerveau. Je suis dans les vapes. Tu demandes plus de morphine. Je déteste l'inertie. Pourtant, tu t'immobilises, me plaques dans cette énorme pièce. Cultiver une paresse n'est pas un choix. Je tais les bruits de ma carcasse. Le reste se défait, se déboulonne. Le miroir parle toujours de toi, une obsession. Toujours alité, je guette la brise, perds pied. Le temps passe, tu attends. Puis tu t'assis devant notre disparition. Inutile, je suis condamné. Que sais-tu du passé? Tu sors à peine de moi, deux mains fendues près du pouce. Une partie perdue distingue un chant contre chant. Le fracas se cache derrière notre dialogue. Ton écho est pauvre, de la musique écrite au verso d'une liste d'épicerie. Ta voix gravée en majeur. Rien n'est plus difficile que de citer la source d'un son porté par les gémissements. Je brouille les fréquences, tes phrases sont dégradantes. Je vais arracher ta langue, coudre ton gosier. Ma logique tourne sur elle-même. Tu es je et nous sommes. Je rabats les couvertures, tu fouilles les tissus, glisse, plonge. Je sens la présence monter tandis que je tombe et retombe. Je me couche dans le sens contrant du vent pour que ton odeur ne vienne pas jusqu'à moi. Tu n'es qu'une maladie qui se réveille après 30 ans. Faut-il être parallèle, perpendiculaire ou étendu? Tu restes silencieux, sans réponse. Tu es une moitié, un pantomime, un aveu, une condamnation. Mes mots, loin des cris sauvages, font de toi des phrases. Comment tenir ensemble le commencement? Ton âge allume le mien. Tu t'accroches à mon présent, je poursuis mon travail pour t'expulser. Tu écorches mon ventre. Un cardiologue parle d'éparpiller la peur au fond de ma mémoire. Il veut planter une aiguille dans ma poitrine pour retirer l'eau, vider la lisière de ma cage thoracique. Notre fin sera violente. Tu me casses, me brises, un piège déplié. J'ai peur de mettre les pieds sur un escalier pourri. Mot à mot, ma main devient une incision. Tu passes maintenant au travers, me touches. Tu agis sur mon poids, un torrent. Tu t'allonges sur ma nuque, perces mes paupières. Je refais surface, un enfant qui suffoque. Tes violences rongent ma rate. Sans parole ni voix, je perds mes pas, deviens quelconque. Tu manges le temps qui s'effondre. Ma mandibule déborde de déchets. Je veux crier, aucun souffle. Les lits s'entassent, les lits entassent les malades. Ta main fait sauter les masques de papier. Tu cherches, veux me voir disparaître. A priori, tu tiens debout devant moi sans gêne. Un soi et un autre qui viennent et qui partent. Tu fais un grand coup d'air dans mes poumons pour que je me souvienne de toi. Un sacrifice, un élan, un revenant, un tatouage au fond de ma vue. Nous ne tenons qu'à un fil. J'avance sur les traces de ma pensée et celle de mon artère égaux. Je crache. Ma jaquette est pleine de bave et de suie. Mon image se reflète sur la lampe allumée au-dessus du lit. Tu es mon dénouement. L'histoire s'ignore. Ignore ton regard, se dissout sur la page. Le temps devient un espace calciné. Le feu me délie et noue un tisonnier. L'air n'est plus. Je crache ma salive au loin. Une sorte de mémoire, de boule d'ornement, une lumière qui attrape les mouches. Tais-toi, je t'en prie. Notre cœur meurt. Au creux de l'artère, je t'ai vu me voir. Inaudible, ma parole sur le bout de ta langue carbonise tes lèvres. Les consonnes et voyelles sont incendiées. Mes jambes ne bougent plus. J'aime emprunter celles des touristes. Des pics transpercent mon ventre. Un pouls, une pression, une morsure. Mon sang se dessèche au fond d'une éprouvette. J'avance encore, je tombe. L'aiguille file dans mes veines.
Tu m'assommes, tes pas dans le creux de mes orbites m'estropient, mes jointures portent tes traces. Tu t'insères dans mes lésions, un abcès. Enfin, mon amoureuse dépose de l'eau sur mon front. Les ridelles nous séparent, une cage. Sa beauté m'apaise. Merci. Merci Eric, merci Michael. On continue. Vous savez qu'un cabaret, c'est pour éclater plein de styles aussi. Donc, j'ai très hâte d'entendre quelqu'un que je lis depuis longtemps nous lire des extraits. Donc, vous le connaissez sûrement. C'est l'ancien rédacteur en chef de la revue Liberté du début des années 2000 jusqu'à tout récemment. C'est aussi l'auteur de pièces de théâtre telles que Louis Lortie, qui ont été produits par le Nouveau Théâtre expérimental, de l'essai Confession d'un cassé et de son nouveau livre Le virus et la proie chez Éco-Société. Stan, 1741. Avec grand bonheur, accueillons Pierre Lefebvre. Bonsoir. Alors, je vais vous... plus haut, comme ça? OK. Donc, je vais vous lire, en fait, un extrait d'un essai qui s'appelle... ça marche-tu, le son? Oui? OK, qui s'appelle Le virus et la proie. Et ça se présente, en fait, sous la forme d'une lettre. C'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, qui écrit à quelqu'un qui les a tous. Il y a des jours où j'ai peur d'avoir juste la violence pour me faire entendre de vous, de pouvoir juste compter sur elle pour me rendre à votre humanité qui, à chaque fois, m'échappe comme le font les couleuvres en glissant sur leur ventre ou les poules en courant tellement vite qu'on en reste surpris. Si j'arrivais à me rendre à votre humanité, monsieur, ne serait-ce qu'à son orée, trop loin pour l'effleurer, mais assez près pour y faire signe, peut-être vous serait-il possible à vous aussi, maladroitement, parce que toutes les choses importantes se font maladroitement, de reconnaître la mienne. S'il m'était donné de vous frapper d'un bon coup de poing ou de pied ou de bâton, comme on le fait dans les pièces de Molière, mais pas pour rire, là, pour de vrai. Un coup comme on imagine qui s'en donne dans les zones de guerre, un solide, non seulement capable d'humilier, mais d'aussi de faire craquer les os. Le choc, peut-être, vous amènerait à comprendre la terreur et le désarroi qu'instille en moi l'ordre social dont vous êtes le garant. Avec un petit peu de chance, votre stupéfaction vous amènerait à me considérer ou en tout cas à prendre acte de ma présence. En même temps, peut-être pas. C'est dément, mais peut-être pas. Il n'est vraiment pas certain qu'un coup de ma part, un bon coup de coude ou de genou, peu importe, vous apparaisse comme une réponse en bonne et due forme aux coups qui me viennent de vos politiques. Une espèce de légitime défense, finalement. Vous seriez là à vous tenir à l'endroit où ça élanche, le nez, la joue, les dents, les lèvres, effaré. Effaré encore plus s'il y avait du sang qui moi aussi m'effarerait. Votre sang qui coule, ça m'effarerait. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que nos effarements respectifs ne se mélangeraient pas, ne deviendraient pas un seul effroi ou même seulement un pont, une corde. Juste une corde, je serais content entre nous deux. C'est exactement ce qui est arrivé quand les gars ont arraché leur chemise à d'autres gars. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça avait fait toute une affaire. Les médias capotaient, ça a duré une bonne semaine, peut-être plus. Les images n'arrêtaient pas de tourner en boucle. On les a vus en masse, les deux gars qui s'étaient fait arracher leur chemise. On nous les a montrés je ne sais pas combien de fois, marcher côte à côte. L'un torse nu, l'autre avec sa chemise, avec son veston aussi, mais assis en lambeaux pour qu'on y voit à bonne moitié du dos. On aurait dit deux marins après la tempête. Ce qu'on nous montrait aussi à répétition, c'était la foule, celle qui scandait « À poil, à poil, à poil, à poil », celle qui s'était engouffrée illégalement dans une sorte de conseil d'administration, celle où se trouvait une femme très digne, vraisemblablement dans la cinquantaine, qui demandait au directeur des ressources humaines pourquoi c'était dans les journaux qu'elle apprenait qu'on allait supprimer des postes. Beaucoup à part de ça. 2900, je ne sais pas pourquoi j'ai retenu le chiffre.
À toutes les fois, on voyait la tension monter. On voyait les deux gars se lever, on les voyait sortir. Le cadre de la caméra grouillait en les suivant. Puis quand ils sont arrivés dans le stationnement, la tension, elle a encore monté. Puis après ça, elle a monté encore. Puis après ça, elle a encore monté. À poil, à poil, à poil, à poil, jusqu'à les regarder. Juste à les regarder, les images, on la ressentait, la violence. La hargne aussi n'était pas capable de ne pas enfler, de ne pas gonfler au point de péter, n'importe comment. L'important, le nécessaire, c'était de péter. La manière, ça ne dérangeait pas, puis la manière, ça a été d'arracher les chemises. C'était dur à regarder, la violence faite à ces deux hommes-là. La foule, elle ne faisait pas dans la dentelle. Mais le plus dur, le plus étrange, la vraie stupeur, ça a été pour moi de découvrir, grosse, généreuse, une veine de plaisir qui découlait du spectacle. Un miracle, monsieur, un gisement infini, un Noël d'autant plus somptueux qu'on ne l'attendait pas, une émotion comme il devait y en avoir au 12e siècle pendant la fête de l'âne, quand le roi était déculotté. Pour pas longtemps, je sais bien, mais quand même, il l'était. Dans la déferlante médiatique qui a suivi, c'était autre chose. On était plutôt dans l'indignation. Ce qui m'a marqué, c'est le nombre de fois où le mot « violence » a été dit. Violence, 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 violence. On l'a répété en maudit, de toutes sortes de manières en plus. Solennelle, accablée, apeurée, gravissime, méprisante, révoltée. On n'entendait pas trop à rire, monsieur. Les nerfs à vif. Ça paraissait que c'était pas une nouvelle comme les autres. On sentait chez les journalistes, les chroniqueurs, les experts, chez tous ceux, chez toutes celles devant qui on mettait un micro de l'émoi, de l'inquiétude, de l'affolement, de la commotion, mais aussi de l'ardeur, de l'exaltation, de l'emportement, à la limite de la frénésie. On sentait aussi, surtout, une satisfaction à se savoir du bon côté, assez proche de celle, j'imagine, que devaient éprouver nos curés du temps où ils montaient en chair. Une véhémence, une jouissance à se savoir indigné par le mal, une ivresse à haïr de bon droit. Parce que derrière le mot violence, ou plutôt carrément en dedans de lui, à chaque fois, peu importe la manière dont on le prononçait, il y avait une question cachée, niché, levé là comme c'est l'être l'oisillon dans son œuf. Comment ose-t-il? Ah, c'est sûr, on n'était pas des monstres. On la comprenait, la tristesse de se faire sacrer dehors. On comprenait le désarroi de ne plus avoir de salaire. La compassion, il y en avait en masse. Pauvres eux autres, on l'entendait aussi. Mais à la fin, tout était toujours résumé par le même « que voulez-vous ». On le disait le plus souvent d'une manière docte. En gros, c'était plate, mais c'était comme ça. Ce qu'on leur reprochait, dans le fond, aux arracheurs de chemises, c'était d'être mauvais perdants. Puis dans le fond des fonds, d'être des perdants tout court. Puis bon ou mauvais, on leur demandait d'accepter leur sort, le verdict, les règles du jeu. On leur en voulait de ne pas le faire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas se tenir droit, solennel devant l'adversité, de ne pas s'en aller chez eux ou dignement dans le trafic, la rivière ou le ravin. On leur en voulait surtout d'avoir franchi une ligne. Parce que contrairement aux déchemisés, les déchemiseurs, ils n'avaient pas le droit de faire usage d'une violence, c'est comme ça. D'une violence, que voulez-vous? D'une violence contre laquelle on ne peut rien faire à part fermer sa gueule. Ça passait pas. Vous allez peut-être trouver que je passe du coq à l'âne, monsieur, mais dans Un chien andalou, le film que Benuel a fait avec Dali, on voit à un moment donné un homme s'effacer avec la main, la bouche. Le visage, après ça, il devient effrayant, pour ne pas dire inhumain. À la place de l'ouverture, des lèvres, de la fente, des dents, il n'y a rien. Comme si le menton mangeait tout, jusqu'au nez. Mais c'est comme ça que j'imagine le visage des chemiseurs quand, après leur colère, ils sont rentrés chez eux. Merci. Merci encore, Michael. Merci, Pierre. Notre prochaine invitée est née au Togo. Elle a passé une partie de son adolescence sur le continent africain qu'elle revisite de temps en temps grâce à son écriture. Elle a publié Les Marées, qui a été finaliste au prix du gouverneur général et au prix des libraires, catégorie jeunesse. C'est cette année, en 2022, qu'elle a fait paraître son premier recueil de poésie, Saison chaude, dans la collection Brise-Glace, chez Boréal, au stand 2048. Accueillons-la avec grand bonheur,
Brigitte Vaillancourt. T'assois-tu encore? Parfait. Comme droit devant. Comme ça. Bonsoir. Donc, je vais lire un extrait de mon recueil Saison chaude. C'est un projet dans lequel j'ai joué avec mes souvenirs de quand j'étais adolescente. Et j'habitais alors en Afrique de l'Ouest quelques années. Puis ici, dans ce projet, on est à Niamey, qui est la capitale du Niger. Saison sèche, risquée. Entre novembre et février, la région est sous l'emprise de l'harmattan, le grand vent du désert. L'air est sec, chaud, sablonneux. La poussière ensevelit tout. Les tempêtes de sable sont étonnantes, violentes parfois. Il fait encore plus chaud. Le bruit de l'air change. L'harmattan soulève ma peau. L'harmattan soulève le sol, pique ma peau, me fait tousser. Un voile bleu dans lequel respirer. J'ai presque froid, immobilisé, comme sous un épais manteau de neige. Les avions ne volent pas. La tempête déchaîne en moi une envie de m'étourdir. Sous un ciel azur, j'évite les branches de palmiers couchées, les tours de pneus. J'élargis mon périmètre, mes personnages. Je rejoins seul le quartier Plateau. Devant le lycée La Fontaine, une buvette séquoia. Des gars, des Français pour la plupart, se font appeler expats. L'un d'eux m'offre un Fanta bien frais. Je choisis mal. On dit de lui qu'il est la plus grosse ordure de Niamey. Je l'appelle le chat-oiseau. Il a de ces yeux qui font que mon père me demande d'entrouvrir la porte. Le chat-oiseau me présente ses amis. Nous allons dans une fête à ciel ouvert. Pendant une minute, j'oublie que nous ne sommes pas seuls. Mon corps s'anime. Je reconnais la chaleur de son ventre. Je me tends vers lui. Des rires gras font cercle. Je freine d'un coup sec. Il faut apprendre à jouer le jeu de celle qui embrasse seulement. Ronces et insectes mangent la villa du chat-oiseau. À l'intérieur traîne un cœur évidé. J'attire sa main sur mon sein. Personne ne sait encore combien il y a de moi, ni quelle est ma vraie couleur. Je peux être celle que je veux. Rouler en fou dans les dunes, le vent sec et chaud me secoue. Des bonds, des sauts, crier à tue-tête dans le pick-up sale. Le regard du père de mon chat-oiseau me fait taire. Je descends, couverte de boue, d'ivresse, de gêne, pour aller tracer des formes dans la poussière de mon jeans. Ferme tes yeux. Un doigt escalade mon bras, jusqu'à ce que je donne le signal. Le pli du coude est un ennui. Je préfère être celle qui donne la direction, qui dicte le rythme. Un toucher au creux de la main. Je veux coucher avec toi. Aujourd'hui, il pleut des sauterelles vertes. Je console mes doutes en écoutant le bruit d'une aile qui tombe. J'ignore encore quelle proie chasse un chat-oiseau. J'invente une vie immergée où je pourrais m'abriter. Un aquarium avec de l'air dans l'eau. Je lui conçois une paroi à la fois rétractable et étanche. Une voie d'accès translucide qui serait aussi une sortie d'urgence. Je pense à ce qui est essentiel à mon sauvetage,
à commencer par la teinture Saphir numéro 72. Il paraît que c'est un problème d'aimer appuyer bassin contre bassin, emmêler les jambes, les langues, bien serrées. Le jeu libre de la peau qui frotte le tissu, qui frotte le corps. Meilleur que les doigts égarés sous ma culotte en quête d'un bouton pressoir. Au Tropique, une discothèque au bord du fleuve, il me glisse à l'oreille « Suis-moi ». Il sent bon. Nous marchons sur le bord de la route. Il blague sur un ton plein d'assurance. Je ris, mais je reconnais la couleur jaune. Je tourne la tête. Les lumières s'éloignent. Dans une allée déserte, il m'attire vers lui, enfonce la langue. Nous mélangeons nos haleines de diabolomante et de bière. Une case dans mon champ de vision. Quelle heure est-il? Il s'allonge sur la terre, me fait signe de le rejoindre. Il glisse sa main dans mon pantalon, défait le sien. Je serre les jambes. J'ai peur de ce qui pique. Il me grimpe dessus. Je dis faiblement « Non, pas ça ». Il insiste. Qu'est-ce qu'on fait là alors? En cas de morsure, de serpent, de scorpion, d'araignée, on m'a appris à gratter le venin à l'aide d'une plate. En guise de morsure de scorpion, d'araignée, de serpent, on m'a appris à gratter le venin à l'aide d'une pierre plate et angulaire. J'en cherche une qui soit tranchante. Après, on me dit « Tu as eu de la chance, je ne sais pas quoi faire de ça ». Il existe une règle inébranlable. Les salopes, ce sont toujours les filles. Un dimanche, à la piscine, Gwenaëlle répand ses ragots. Ô cri, ô qui gicle, qui ça? Moi, je nage sous l'eau en suivant l'écho d'un ailleurs. Je me demande si je choisis ou si je craque. Mes fissures parlent à ma place, ouvrent la bouche. Je n'ai pas l'outil pour couper les fils, juste une tête aiguë marine. En guise d'avertissement, je teins mes cheveux couleur Fanta, fluorescentes dans le noir. Je tiens à distance le danger, tous les chats-oiseaux du monde. J'ai négligé mon médicament et l'antimoustique. Un soir, au bord du fleuve avec Assia, nous nous faisons dévorer 1000 marques rouges. Je recrache ma nivaquine, clouée au sol, à ramper sur les dalles. Céline et mon père parlent comme si de rien n'était d'ajouter de la glace à l'eau de la piscine. Des insectes aux longues ailes engourdies de chlore se noient en cercle. Une grenouille aux membres écartés flotte à la surface. D'où vient la chaleur? Je boue, je frissonne. Mon corps éjecte tout, sueur, bile, sang, poussière. Dans le cabinet du médecin, je tiens à peine debout. Je me lève seulement pour aller vomir dans le petit lavabo. On m'hospitalise. Je suis une mauvaise patiente. Lorsque la fièvre monte, je ris pour rien, trop fort. Mon corps est un paquet d'os, j'ai mal. Sous la fenêtre, du bruit, une fête, une ambiance de camp de vacances. Je tends une main fatiguée. Assia est soignée dans la chambre voisine. Elle est plus faible que moi. Assise sur son lit, j'invente un récit, une histoire fabuleuse dans laquelle nous avons été infectés par le même maringouin.
J'éponge la sueur sur son front. Il dépose des gouttes d'eau de rose. Je lui dis, nos sangs sont mélangés. Ils sont devenus rivières. Nous somnolons ensemble, bercés par le courant. Merci. Merci. Merci pour votre belle écoute. Merci, Michael Bielinski. J'ai cru comprendre en lisant ta bio que tu étais peut-être en train de travailler sur un album.
Ça va être fantastique. Notre prochaine invité, c'est quelqu'un qui enseigne la philo au collégial. C'est l'autrice que vous avez peut-être connue aux éditions de Ta Mère, d'Hiroshima, de Chenou, de Carnet de Parc. Elle vient de sortir aux éditions, à la collection Poésie de la courte échelle, Colle-moi, qui a remporté plusieurs prix. Et tout récemment, genre là, elle vient de sortir son premier essai à la collection Atelier 10. Ça s'appelle, la collection Documents chez Atelier 10, ça s'appelle À bout. Je ne sais pas de quel des 2 livres les plus récents elle vient nous jaser là, mais vous savez qu'on peut aller la rencontrer à la courte échelle numéro 513 et chez Atelier 10 numéro 727. Et maintenant, on a juste bien hâte de l'entendre. Véronique Grenier. C'est toujours trop haut, cette affaire. Je t'ai mis trop haut. Ouais, moi, je suis pas bonne. Comment? Comme ça. Merci. Allô. Fait que c'est à bout. C'est vrai qu'il y a un retour assez impressionnant. J'étais quand même embêtée parce que, dans le fond, je pense que je vais faire ça. Lire un essai, finalement, c'est pas comme lire de la poésie, mais je vais faire de mon mieux. Fait qu'à bout, c'est un livre sur nos fatigues ordinaires. Je vais vous lire la moitié du chapitre sur la fatigue d'être soi. « Je ne peux plus lutter davantage », te dit Virginia Woolf dans sa lettre de suicide. C'est peut-être la plus délicate de toutes les fatigues. Celle à traiter avec beaucoup de douceur parce qu'elle a à voir avec la fragilité, la vulnérabilité, notre bien incertaine condition. Il lui arrive de se manifester à plus d'une reprise dans le cours d'une vie, de différentes manières et à différents degrés, par des questions, des irritations, des envies de transformation. Parce qu'on peut se tanner de notre ordinaire, de sa répétition, crouler sous le poids des exigences, se lasser de nos manières d'être, de nos traits de caractère. La fatigue d'être soi est une fatigue qui peut aussi être féconde et nous amener à être mieux lorsqu'on l'écoute et qu'on a les moyens de l'utiliser comme pivot. Elle peut permettre la naissance de ce que nous portons en nous sans le savoir. Elle peut aussi être l'occasion d'une crise de sens lorsqu'on a l'impression que notre soi n'est plus cohérent avec la vie qu'on voudrait mener, ou lorsqu'on se sent perdu à même notre quotidien et ses méandres. Pourquoi suis-je ceci? Pourquoi fais-je cela? Quel est le but de tout ceci, cela? C'est elle qui parfois motive les changements de cap, les décisions, les déménagements, les ruptures. J'ai envie de parler de cette fatigue selon 2 de ses versants. Celle de s'épuiser à force de vouloir être un bon humain et celle de ne plus vouloir être la personne que l'on est, tant au sens littéral que figuré. Mais moi, je vais juste vous parler de la fatigue de vouloir être une bonne personne. Puis, entre parenthèses, je t'ai vu tantôt, il y a Laura Doyle-Péan qui est juste là, que je n'avais pas vue. Et Laura a vraiment eu la gentillesse, la générosité de me prêter de son intelligence dans mon livre parce que je voulais parler de la fatigue des luttes. C'est clairement la meilleure personne pour ça. Fait que, pourriez-vous juste comme l'applaudir parce que, s'il vous plaît, merci. Prends-le dans ton cœur. Voilà. Donc, notre quotidien déborde, on l'a vu, je le dis avant dans le livre, mais vous le savez, vos vies sont pleines. À ce qu'on doit faire et être s'ajoute ce qu'on devrait faire et être. On peut essayer d'être fatigué parce que les injonctions, principes, lois, valeurs, conseils, publicités, etc., être la version la plus aboutie de soi-même pleuvent et qu'on cherche souvent à s'y conformer, à honorer ses normes et ses attentes. Le spectre des sphères dans lesquelles on devrait faire au mieux est tellement ample. Il couvre l'essentiel des pans de notre vie. Bien qu'on ne soit pas constamment et activement en train de chercher à répondre à des normes et à des attentes, on sait qu'elles existent. Elles impliquent et alimentent consciemment ou non nos journées en sourdine. Ne pas y répondre a un coût. Celui de se sentir coupable, insuffisant, insuffisante, inefficace, pas à la hauteur. Celui aussi de décevoir, d'avoir l'impression de ne pas donner le meilleur de soi. Mais y être attentif ou attentive a aussi un coût.
dépenser une précieuse énergie, avoir le sentiment de devoir performer son humanité, s'y sentir obligé, contraint, contrainte. Il est difficile dans ce contexte de ne pas ressentir une sorte de lassitude à la longue, une fatigue de devoir être un soi presque parfait. À titre d'illustration, voici une liste non exhaustive d'une vie qui tiendrait compte de toutes les recommandations, entassées de mémoire essentiellement. Bocolope. Dormir 8 heures chaque nuit, marcher 10 000 pas par jour, faire 20 minutes d'exercice, pratiquer la méditation environ 15 minutes, tenir un journal de gratitude, boire de l'eau, consommer 20 grammes de fibres et avoir un souci de sa régularité. Connaître l'échelle de Bristol peut aussi être un atout. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à le googler. Manger suffisamment de fruits et de légumes, ne pas boire trop de café, éviter le sucre, avoir des interactions sociales signifiantes, faire du bénévolat, consommer éthiquement, être juste, dire la vérité, être généreux, généreuse, aider son ou sa prochaine, mais aussi penser à soi. Payer ses impôts, payer ses factures à temps, penser à sa cote de crédit, donner à des organismes de charité si on le peut, être poli, recycler, composter, utiliser les transports en commun, le vélo au marché le plus possible, éviter d'utiliser du plastique à usage unique, manger moins de viande, voire pas de viande ni de produits animaliers, ne pas boire d'alcool ou le moins possible, connaître ses classiques, avoir écouté la guerre des étoiles, ne pas fumer la cigarette, ni consommer de drogue, se répartir équitablement les tâches domestiques, aller voter, dénoncer les injustices, respecter les lois, même lorsque personne ne regarde. Créer des choses, même si elles sont laides. Avoir un cœur d'enfant. Garder les secrets qu'on nous confie. Ne pas médire. Être humble. Ne pas oublier la fête des personnes qu'on chérit. Ne pas s'asseoir devant des enfants au cinéma, à moins de bien s'enfoncer dans son siège. Partager. Éviter de lancer des objets sur les gens, communiquer avec bienveillance, ressentir de la compassion pour les souffrances d'autrui, ne pas procrastiner, être capable de réconforter les gens sans les ensevelir de positivité toxique, se laver, se brosser les dents et passer la soie dentaire, tenir sa maison propre, être cohérent, cohérente, lire des livres, s'informer, ne pas passer trop de temps devant des écrans, être efficace, ne pas dire si j'aurais. Voir le verre à moitié plein et tous les côtés de la médaille. Ne pas se penser bon ou bonne, mais reconnaître sa valeur. Appeler ses parents et ses grands-parents. Avoir des plantes et ne pas les tuer. Ne pas tromper son ou sa partenaire. Nommer ses limites et les honorer. Éviter de juger les gens. Éviter les commentaires à propos de leur apparence. Faire preuve de courtoisie au volant. Donner du pourboire. Ne pas porter de blanc à un mariage, sauf si vous êtes la personne qui se marie. Porter son masque sur son nez, ne pas se curer les oreilles, le nez, les ongles, les dents devant les gens, ne pas parler trop fort, éviter de toucher le ventre des personnes enceintes, ne conserver que les objets qui génèrent de la joie et briller brillant comme un diamant, comme le chante Rihanna. Ce serait tout qu'un programme, comme dirait ma grand-mère. Comment conduire et mener sa vie pour faire au mieux, pour soi-même, les autres, sa communauté et l'humanité? Comment prendre bien soin de son corps, de sa tête, de son cœur? Comment contribuer à sa société? Doit-on le faire? A-t-on des obligations envers autrui? Viennent nécessairement le ou les jours où on se pose ces questions. On a intérêt à se les poser. Par souci de longévité, de qualité de vie, de relations signifiantes, d'objectifs pour le bien avec un grand B, sans doute aussi. Pour laisser une empreinte positive ou pour avoir le sentiment d'avoir contribué à ce que les choses soient moins pires, voire mieux. Et même si on ne se pose pas toujours ces questions de manière active et consciente, elles forment un peu l'une des musiques de fond de nos actions et de nos inactions. Il serait difficile de ne pas voir là une pression, une matière à l'éreintement. Merci. Merci Véronique, merci Michael. Notre prochain invité, c'est James Henman, un comédien qu'on a connu pour ses rôles de théâtre, à la télévision, au cinéma. Mais quand il a fait paraître Océan et ensuite Une vie adulte, on s'est aperçu que c'était aussi magnifiquement un écrivain. Avec Faux rebond, son 3e livre qui vient de sortir chez XYZ, Stan 701. Il propose une série de courts récits qui nous amènent vers une sensibilité aiguë des élans, des revers, des relations humaines.
On l'accueille, James Edman. On va s'arranger. Bonjour. Je vais peut-être parler une langue qui vous est étrangère. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, parmi tous les genres qui existent en littérature, il y en a un qui m'a toujours plu, entre autres, et c'est la littérature sportive. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont colletés avec ce genre-là, avec un grand bonheur, et mon enfance a été bercée de ça, ma vie d'adulte aussi. Et je pense notamment à Foglia, que vous connaissez, avec tous ses écrits sur le vélo. Alors, j'ai toujours eu envie de m'essayer à ce genre-là, et j'ai pondu ce livre qui parle d'une de mes grandes passions dans la vie, qui est le tennis, et qui parle de la vie, du tennis, un peu de moi et de bien d'autres choses à travers 26 ou 27 courts chapitres. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le tennis, bonne chance. Je vais quand même faire ce que doit. Je vous lis deux courts chapitres. Ils sont tous assez courts. Fin du jour. Il y a des heures comme ça. Une lueur, une fenêtre, le souffle trop rare d'une quiétude absolue. Ce sera une fin d'après-midi d'été. Vous aurez laissé le brouhaha d'une journée en famille ou entre amis derrière vous. Prenant congé des uns ou des autres, vous aurez lancé à la cantonade un « à plus tard » désinvolte, heureux de vous retrouver seul. Vous vous serez changé, aurez enfilé votre tenue et rassemblé vos effets, sûr de n'avoir rien oublié. Sans précipitation ni hâte, vous vous serez mis en route. Arrivé un peu avant l'heure, vous aurez franchi la porte grillagée ouvrant sur le cours. Vos pieds fouleront la terre battue. Arrosée de frais, elle sera verte ou ocre. On l'aura passée au filet, puis au balai. Surface immaculée, bande de lignes blanches dégagées. Le soleil commencera à décliner. Il sera 18 heures. La chaleur écrasante du midi aura fait place à une tiédeur humide de fin du jour, de celle que les muscles affectionnent tant elle les rend souples. Vous vous dirigerez vers la chaise ou le banc pour y déposer vos affaires. Vous ajusterez vos lacets. Un calme souverain planera. Seule la sonorité lointaine de balles que l'on échange vous parviendra, musique annonciatrice du plaisir à venir. Vous vous levez, à présent, raquette à la main. Votre partenaire n'est toujours pas en vue. Rien ne presse. Rien ne bouge. C'est alors que le miracle opère, que la révélation vous frappe de plein fouet. Vous êtes réconciliés, en accord avec l'univers. En vous et autour de vous, vous ne trouvez qu'apaisement et harmonie. Sentiment d'un monde où chaque chose est à sa place, comme si une mansuétude divine l'avait momentanément lavé de toute imperfection. Oh, les heurts et les tensions et les conflits reviendront bien assez vite, les soucis qui refluent, le corps qui peine, la balle qui fait des siennes, mais pour l'heure, vous goûtez à une paix qui n'a pas de prix, le contentement d'être au monde. Vous voudriez que ces secondes s'étirent, qu'elles se prolongent et se répandent en vous. Vous en faites le plein. Vous savez bien que les obus continuent de tomber, que la bêtise n'a pas cessé de faire rage, que partout des hommes, des femmes et des enfants souffrent, que la misère et l'injustice s'obstinent à faire leur ravage, que la maladie, les deuils et les vicissitudes du quotidien ne connaissent nul répit, embouteillage, malentendus, contrariétés. Vous n'êtes pas devenus sourds au bruit et à la fureur du monde, mais ce jour-là, à cette heure-là, sur ce terrain-là, dans cette attente provisoire qui bientôt prendra fin, une grâce vous est donnée et vous seriez fou de ne pas en remercier le ciel. Bilan. J'ai 14 ans. Mon frère et moi nous sommes rencognés au fond du canapé modulaire de la salle familiale. Mon père arpente la pièce de long en large. Les questions fusent. Comme toujours, la convocation est tombée sans préavis. L'heure du bilan avait sonné.
L'interrogatoire est invariablement le même. Alors, où en êtes-vous? Qu'en est-il de nos études, de nos amitiés, de nos lectures, de nos vies? Et comment voyez-vous votre avenir? Dites-moi. Mon père veut savoir. Il veut communiquer. Je suis votre père, après tout, énonce-t-il comme une évidence censée lui ouvrir les portes de nos cœurs. Nous voilà pris en otage, condamnés à parler, réduits à donner ce qu'il attend de nous. Pauvres pères, qui font comme ils peuvent pour se lier à leur fils. La séance est un pinsomme. Renfrogné, j'oscille entre frustration, impuissance et révolte. Soit, tu auras tout ce que tu demandes, mais rien de plus. Le reste, mes pensées, mes doutes, mes rêves, je les garde pour moi. Impression d'une mauvaise mise en scène décidée d'avance, mon père tenant son rôle, l'idée qu'il s'en fait, mon frère et moi jouant le nôtre, celui auquel nous sommes contraints. Le déplaisir n'a d'égal que la culpabilité de me jouer de lui, malgré moi. Comment faire autrement? L'amour ne manquait pas pourtant, loin de là. Souvenir d'un match qui remonte à la même époque. Pour la toute première fois, je vais le battre. Je mène 5-1. Mon père proteste, mugit, invective, gronde, me reproche de le faire trop courir, lui, le vieux. Il vocifère tant et si bien que les joueurs des cours voisins, stupéfaits, se sont immobilisés pour nous fusiller du regard. Rendu aveugle, mon père n'en perçoit rien, continue de se donner en spectacle. Rouge de honte, je choisis alors, ô courroux, ô vengeance, de lui infliger la victoire comme on administrait jadis un soufflet. J'arbore un visage de marbre, moi qui plutôt m'acharnais et m'enthousiasmais. Je traîne des pieds, exécutant mes coups à la va comme je te pousse, expédiant les balles hors jeu, m'appliquant à lui faire comprendre, au-delà de tout doute raisonnable, combien le 7 qu'il remportera est sans valeur ni mérite, qu'il n'est rien d'autre que la victoire de l'enfant colérique, du mauvais perdant qu'il a toujours été. Puisse-t-il à son tour être couvert de honte? Balle de 7, 7-5 pour lui. Mon père exulte. Le voilà tout sourire, enchanté de la journée, de cette réjouissante rivalité père-fils. Il commente le match, sa mauvaise forme du début, ses difficultés à s'ajuster, puis les coups enfin retrouvés et, comble de l'outrage, il entreprend de saluer mes progrès inattendus, me prodiguant au passage 2 ou 3 conseils susceptibles de me servir. Il est aux anges. J'en suis quitte pour broyer du noir. Mon père n'est plus là, pour m'enjoindre de lui parler ou pour tempêter à volonté. J'ai appris avec le temps à faire la paix avec lui. L'histoire réelle entre nous avait trouvé son rythme et son sens. Les marques et les souvenirs enfouis auront été plus longs à métaboliser. N'en est-il pas toujours ainsi? Combien d'avances dilapidées, de points évaporés, de satisfaction ou de joies échappées avant que les vieux démons ne soient démasqués. La balle n'était plus dans le camp de mon père depuis belle lurette. Elle m'était revenue de plein droit. Il ne tenait qu'à moi d'en faire autre chose qu'un coup perdu. Merci, James. Merci, Michael. Notre prochaine invitée est née à Chicoutimi, puis elle a vécu à Lyon de 2005 à 2017. Elle a écrit de nombreux articles, des nouvelles, plusieurs livres, dont Les Désastrés et 12 ans en France. Elle a été éditrice au groupe Ville-Marie Littérature jusqu'à prendre... Elle est maintenant rédactrice en chef de la revue Lettres québécoises. Baldwin, Styron et moi, et son 10e ouvrage, publié chez Mémoire d'Encrier, numéro 1003. On a bien hâte d'entendre des extraits, puis c'est aussi un livre qui fait l'objet d'une performance spectacle qu'on a pu voir au Festival international de littérature et dans d'autres festivals au Québec. Puis on espère l'emmener en tournée plus loin. Hein? On espère tellement. Donc, on a hâte de t'entendre. Milika Abdelmoumen.
Bonjour, ça va très bien, merci. Ça va être un défi de lire après toutes ces choses magnifiques. Je vais essayer de faire mon mieux, donc je vais en effet vous lire un petit peu de Baldwin, Styron et moi. Lorsque l'histoire que je vais vous raconter ici a commencé, je vivais encore à Lyon et je ne savais pas qu'un peu plus de 2 ans plus tard, j'allais quitter la France. Ça faisait 10 ans que j'y étais. Nous étions en février 2015 et j'allais mal. Je ne trouvais pas de travail et n'arrivais pas à réunir ce qu'il fallait pour obtenir la nationalité française. Oh, j'ai besoin d'un chevalier, merci. Merci beaucoup. Marine Le Pen avait de plus en plus de place dans les médias. On l'invitait et on la laissait parler, pour dire des horreurs, comme si c'était la chose la plus normale du monde, comme si elle tenait un discours tout à fait banal. Il y avait eu les attentats terroristes dans les bureaux de Charlie Hebdo et dans une épicerie juive, l'Hyper Cacher, et nous avions peur. Certains d'entre nous plus que d'autres. Peur que ce ne soit que le début d'une série noire. Ça l'était. Ce n'était pas une bonne période pour être arabe au pays des droits de l'homme, pour être ce que Nicolas Sarkozy appelait les musulmans d'apparence. Oui, un président de la République a dit ça. Pas une bonne période pour être rome, pauvre, noir, immigré, de gauche, fragile, idéaliste, candide, inquiète, contestataire. Pas une bonne période pour être moi. Heureusement, il y avait l'homme que j'aime, les potes militants et les amis. À l'époque, Nikki, germano-écossaise, avait créé un book club. Une fois par mois, nous nous retrouvions entre expatriés et Français ayant longtemps vécu ailleurs. Nous passions la soirée à partager notre amour de la littérature, à gueuler, à rire, à nous énerver et à refaire le monde, surtout la France, mais aussi à tenter de sauver notre anglais. Tous bilingues ou trilingues, nous avions l'impression que plus nous nous intégrions à notre quotidien hexagonal, plus nous le perdions. En ce mois de février 2015, c'était à moi de trouver le livre à mettre au programme de notre prochaine rencontre. En flânant sur Internet, sur un site web littéraire quelconque, je suis tombée sur les recommandations du mois de l'histoire des Noirs. Je ne sais pas exactement ce que je cherchais. Peut-être une voix qui pourrait me parler du sentiment de solitude et de rejet qu'on vit parfois quand on est considéré comme l'autre à éliminer, l'autre inassimilable. Une voix pour m'aider à tenir bon. Au milieu d'une série de visages, il y avait sa photo. Je ne le connaissais pas, mais ses yeux m'ont happée. Grand, marron, semblant un peu sortir de sa tête et prenant une grande place dans son visage brun. Des cils abondants, un sourire incroyable, avec un écart entre les 2 incisives du haut qui donnait l'impression que sa joie était pure, totale. On faisait l'éloge de ce grand écrivain afro-américain antiraciste et anticolonialiste du 20e siècle, qui s'était battu pour les droits des Noirs, des immigrés, des Autochtones, des Juifs, des Palestiniens, des colonisés du Moyen-Orient, des pauvres et des homosexuels. On conseillait de commencer par son recueil de nouvelles intitulé « Going to Meet the Man », Face à l'homme blanc en français. Je l'ai commandé. J'ai envoyé le lien à mes amis du book club en leur disant que c'était le prochain livre au programme et je suis allée à sa rencontre, à la rencontre de James Baldwin. Je ne m'en suis toujours pas remise. James Baldwin a dit des choses fabuleuses sur le pouvoir de la littérature, mais aucune ne m'a marquée comme celle-ci, affirmée lors d'une entrevue en 1965. On peut passer des années à croire qu'on vit une peine sans précédent dans l'histoire de l'humanité, à se rouler dans cette douleur, à croire qu'on va en mourir, jusqu'au jour où l'on ouvre un livre et où soudain on cesse d'être seul. Parce que c'est la littérature qui nous apprend que les choses qui nous tourmentent le plus sont justement les choses qui nous lient, celles que nous avons en commun, humains de partout et de tous les temps. You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. En février 2015, à ce moment où être immigré à nom et à gueule d'arabe en France était particulièrement dur, j'ai donc ouvert mon premier Baldwin. Dans la nouvelle intitulée « Ce soir, ce matin, si tôt », il est question du sort des Arabes dans le Paris des années 1950. Le narrateur est un Afro-Américain qui s'apprête à rentrer chez lui après y avoir vécu plusieurs années. On lui organise une soirée d'adieu. Au restaurant, ses amis et lui croisent Bouna, un immigré d'origine tunisienne.
Le narrateur raconte alors comment ce dernier se fait humilier par cette petite tablée de bons Américains et de bons Français, et comment lui-même est le seul à défendre Bouna, que ses amis accusent d'avoir volé de l'argent dans le sac à main d'une des jeunes femmes du groupe. Quand ils sortent tous les deux sur le trottoir et que Bouna, outré en larmes, à bout de nerfs, crie « Si tu ne me crois pas, fouille-moi », le narrateur voudrait lui répondre « Je sais que tu as volé, je sais qu'il te faut voler. Peut-être as-tu pris l'argent dans le sac de cette fille pour pouvoir manger demain, pour n'être pas jeté à la rue cette nuit, pour ne pas aller en prison. Après tout, cette jeune fille n'est rien pour toi, ce n'est qu'une Américaine. » Mais il ne peut pas lui dire ces choses. Ah, j'ai perdu l'endroit où j'étais rendue. Il ne peut pas lui dire ces choses. Il ne peut pas lui dire que quand bien même il l'aurait pris par besoin ou par désespoir, on s'en fout de cet argent. Alors il lui dit seulement « Mais voyons, je ne te fouillerai pas. » Et Bouna, dans son indignation, n'écoute rien. Rien d'autre que la voix en lui qui brûle de crier à l'injustice. Je suis certain que c'est ce Français qui a dit que j'étais un voleur. Il croit que nous sommes tous des voleurs. Tu sais comment sont les Américaines, leurs sacs sont toujours ouverts. Elle a perdu son argent n'importe où. Pourquoi s'en prendre à moi? Parce que je viens d'Afrique? Je vous laisse imaginer l'effet que ça m'a fait de lire ces mots, moi, Abdelmoumen, en France, dans les années 2010. J'avais soudain un frère. Il s'appelait James Baldwin. Merci. Merci, Michael Bielenski, pour la beauté musicale. Merci, cher public du Salon du Livre, d'avoir été avec nous pour le cabaret du Souffle retrouvé. Merci, l'équipe fantastique qui nous permet de vivre des cabarets littéraires comme ça. Merci, Sophie-Anne Landry. Merci, Éric Goujon. Merci, Pierre Lefebvre. Merci, Brigitte Vaillancourt. Merci, Véronique Grenier. Merci, James Inman. Merci, Melika Abdelmoumen. À l'animation, Catherine Cormier-Larose. On vous remercie d'avoir été avec nous.